Bonjour chers amis, notre invité aujourd'hui sera Bruno Piriou. Bonjour Bruno. Bonjour. Bruno Piriou est maire de Corbeil-Essonnes depuis juin 2020. C'est une mairie que vous avez conquis et le thème d'aujourd'hui est être maire en 2022. Alors Corbeil-Essonnes est une ville située au sud de Paris, environ 40 km, très accessible par l'autoroute et c'est une ville marquée par la présence de quartiers dits sensibles sur le territoire, en périphérie, qui ont conduit l'État, la commune et la communauté d'agglomération Seine-Essonne à signer un contrat urbain de cohésion sociale en 2000. Et nous aurons largement l'occasion de revenir sur ce thème de la cohésion sociale. Mais tout d'abord, Bruno, quelques mots sur votre parcours. Alors, vous êtes issu d'une famille ouvrière et communiste et vous vous orientez très tôt vers la politique en adhérant aux jeunesses communistes. En 1986, après des études à Tolbiac, et vous m'avez avoué à l'instant que tout comme moi, vous auriez aimé être prof de gym. Oui. Vous devenez le directeur du cabinet du maire historique et emblématique de Corbeil. Il était en effet maire de 1959 à 1992, le communiste Roger Combrissin. Opposant de toujours de feu Serge Dassault, élu conseiller cantonal au Tarteret de 1998 et vice-président du conseil départemental de l'Essonne de 2001 à 2015, vous avez tenté sans succès à plusieurs reprises de remporter les élections municipales à Corbeil-Essonnes. Et enfin, vous êtes élu en juin 2020 en menant une liste sans étiquette de rassemblements de la gauche et des écologistes, ce qui prouve que c'est possible. Après avoir démissionné du PCF en 2013. Vous êtes également aujourd'hui vice-président en charge du renouvellement urbain de Grand Paris Sud. En 2016, l'association Anticorps vous a remis un prix éthique qui vous est très cher pour avoir lancé l'alerte contre le système d'achat de voies à Corbeil-Essonnes. Un véritable combat que vous avez décrit dans un livre, L'argent maudit, édité chez Fayard, que je recommande à tous nos auditeurs. Bruno, lors de nos rencontres préliminaires, le club a été vraiment impressionné par votre détermination, qui soutient votre ambition d'être utile à la reconstruction d'un espace politique alternatif à Corbeil. La société bouge beaucoup. Les tensions, depuis plusieurs années, décennies devrais-je dire, existent toujours et parfois atteignent le point de rupture comme lors du mouvement des Gilets jaunes. Et au moment où notre pays est en profonde transformation, face à des défis sur lesquels le club a réalisé de nombreuses matinales, et je vous encourage à aller sur notre chaîne YouTube, qui relaiera d'ailleurs cette vidéo, avec désormais la guerre à nos portes, nous devons unir nos forces et sans doute, avant tout cela, nous réconcilier. Pour que cette réconciliation se réalise, nous ne ferons pas l'économie d'une réflexion profonde pour apprivoiser notre avenir, qui est la devise du club, en essayant de répondre à des questions clés qui font partie des grands axes de réflexion de notre club, notre ligne éditoriale, démocratie, cohésion sociale, vigilance numérique. Alors Bruno Piriou, il est temps de nous livrer votre vision, vos idées, vos plans, pour être le maire qui va revivifier l'expression démocratique dans votre ville, votre chère ville de Corbeil. Bruno Piriou, qu'est-ce qu'être maire aujourd'hui en France et à Corbeil-Essonnes en 2022? C'est à vous, monsieur le maire, pour 20 minutes. Très bien. Puis nous aurons des questions-réponses. Bonjour à vous toutes et tous. Merci pour cette invitation. À chaque fois qu'on me propose de participer à une rencontre, à un débat, quelle qu'elle soit d'ailleurs, je dis oui, puisque être maire, c'est prendre le risque d'être le nez sur le guidon en permanence, de passer son temps, d'enchaîner les rayons pour bien faire, pour essayer de bien faire, et de ne plus prendre le temps de réfléchir. J'ai maire depuis près de 2 ans, ça fera 2 ans le 4 juillet prochain que je suis maire, et il faut faire un effort considérable dans son agenda pour reprendre le temps de lire, de réfléchir, de se poser, d'écouter. Et c'est un travail, un effort considérable, tellement nous sommes happés par des demandes incessantes. Donc, être maire aujourd'hui, évidemment, je pense que chaque maire aura sa réponse. Déjà, définir le mandat de maire, c'est déjà une pensée, le résultat d'une pensée politique. Et donc, j'ai ma définition à moi de qu'est-ce qu'être maire aujourd'hui.
sûrement pas tout à fait d'ailleurs la même chose qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. J'ai le souvenir d'un maire voisin avec lequel je ne partageais pas forcément toutes les opinions politiques, mais c'était le maire de Courcouronnes, M. Bragard, qui avait écrit un livre à la fin de son mandat, ou juste après l'avoir perdu, Maire à tout faire. Et ça m'avait interpellé parce que j'étais un peu critique de ce livre et de ce titre. Et aujourd'hui, je peux vérifier, je comprends ce qu'il a voulu dire. C'est-à-dire que nous sommes passés en quelques décennies, et ça s'aggrave d'année en année, d'une société française articulée, tenue, organisée par des partis politiques très forts, des syndicats très forts, un monde associatif autour des communes, amicales de locataires, organismes de solidarité. Je pense que, par exemple, dans les villes de tradition communiste, un secours populaire ou la Croix-Rouge, etc., un tissu associatif. On pourra reparler du pacte républicain, hein, mais un tissu associatif qui faisait que la République pouvait tenir. Ça pouvait tenir puisque celles et ceux soucieux de faire vivre les devises républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité, il y avait du monde mobilisé là-dessus. En quelques décennies, les maires sont toujours là, ils tiennent bon, on pourra évidemment en reparler, mais il s'est passé un truc incroyable, c'est que les maires sont maintenant souvent directement liés aux habitants, sans ce qu'on a pu appeler les corps intermédiaires. Par exemple, dans cette ville de 56 000 habitants que j'anime aujourd'hui comme maire, les partis politiques traditionnels, j'insiste, ont quasiment disparu. C'est-à-dire, il n'y a plus que quelques individus, membres, allez, je dirais peut-être il y a 100, 150 personnes qui militent dans les partis politiques, tout confondu. Quand il y a 30 ans, 40 ans, je vais parler du parti que j'ai quitté, mais auquel j'ai longtemps appartenu, au Parti communiste à Corbeil-Essonnes, comme dans ces villes de la banlieue rouge, il y avait des centaines d'adhérents au Parti communiste. On pouvait faire des assemblées générales de 200, 250 adhérents. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Et donc, nous vivons une période où l'on court le risque d'entretenir soi-même, si on ne travaille pas la question comme maire, une relation de consommateurs, de citoyens consommateurs, de services à rendre à la population, où on peut interpeller le maire tous les jours pour lui demander un logement, de réparer le trottoir, un emploi, etc. Et donc là, est-ce ça la République? Eh bien, évidemment, on peut en discuter. Donc, quand je suis devenu maire, il y a près de 2 ans, c'était déjà avec une réflexion politique que j'avais construite ces dernières années, d'interroger la question démocratique. Voilà. D'ailleurs, avec mon équipe, nous sommes élus maires avec 16% d'inscrits sur les listes électorales. Que 16% des inscrits sur les listes électorales nous ont placés en tête des élections, et nous avons gagné avec si peu de participation électorale, ce qui tout de suite interroge même notre légitimité, j'en ai bien conscience. Et donc, ma conviction est dans les communes, en France, au niveau international, c'est que nous vivons un siècle qui doit réinterroger la place du citoyen dans le fonctionnement des institutions. Et donc, répondre à la question « qu'est-ce qu'être maire aujourd'hui ?» Ma réponse, la mienne, c'est de réinterroger le fonctionnement de notre démocratie représentative, je dirais donc de notre démocratie tout court. Et d'ailleurs, la guerre en Ukraine frappe à nos portes. Et quand je suis devenu maire, jamais je n'aurais imaginé, personne n'aurait imaginé qu'à 2000 km de chez nous, eh bien, 2 pays soient en guerre, comme c'est le cas aujourd'hui, et qui montre d'ailleurs la globalisation aussi de notre monde, avec la menace nucléaire. On a du mal à le dire, mais bien sûr, avec la menace aussi nucléaire, mais sans attendre la menace nucléaire, avec des migrations de population considérables. Et donc, question démocratique, pourquoi? Parce que quand on prend un peu de recul,
voilà, on se dit qu'à l'échelle de l'histoire, je pose la question, qu'est-ce qui fait que les humains acceptent de ne donner le pouvoir qu'à un seul homme, c'est plus souvent un homme qu'une femme, qu'on va appeler dans l'histoire de l'humanité des empereurs, des rois, des dictateurs, et ça fait quand même quelques centaines d'années que ça dure, quelques milliers d'années que ça dure. Et incontestablement, une des questions, c'est qu'est-ce qui fait que le peuple russe, ce grand peuple qui a payé cher la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ait pu voir même que le monde à regarder ça se faire sous nos yeux, donner le pouvoir à un seul homme, Vladimir Poutine, qui quasiment seul, pas complètement seul, puisse déclencher une guerre. Ça interroge sur le danger dans nos sociétés d'aujourd'hui à donner le pouvoir à une seule personne et à tous les pouvoirs. Eh bien, je crois que ça interroge aussi notre société française. La façon dont le président de la République a le pouvoir en France interroge, en tout cas cela m'interroge. Mais ça peut interroger les maires, il faut que les maires balayent devant leur porte, et moi j'essaye de le faire devant la mienne, à savoir, très vite, nous avons dit aux Corbeil-Essonnois, la ville appartient pas au nouveau maire de Corbeil-Essonnes, la ville vous appartient. Et ça, eh bien, il faut le travailler. Donc être maire aujourd'hui, c'est réfléchir en permanence à ce que les questions posées par les habitants, on ne tombe pas dans le piège de prétendre dire « vous inquiétez pas, je vais résoudre votre problème ». Cela me fait d'ailleurs penser à un candidat à l'élection présidentielle pour lequel vraisemblablement je voterai, mais avec beaucoup de réserve, un candidat qui dit à la une de Libération « donnez-moi le pouvoir et vous allez voir ». C'est inquiétant cette idée, donnez-moi le pouvoir et vous allez voir, eh bien cela m'inquiète. Ce pourquoi, je le dis là, être maire aujourd'hui, c'est aussi parrainer des candidats à l'élection présidentielle, ce à quoi je me suis refusé. Quand il m'a fallu m'interroger sur dire alors lequel tu parraines, je n'ai pas réussi à en parrainer un seul à cause de cette question démocratique d'avoir, je me situe sur l'axe de la gauche et des écologistes, avoir que des candidats qui prétendaient tous avoir le bon programme pour nous, les Français. Et je n'y crois pas. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles de plus en plus de nos concitoyens ne votent plus, jusqu'à tous ces maires qui n'ont pas réussi, pas voulu parrainer, une des questions, je ne dis pas que c'est la seule réponse, c'est que nous vivons une époque où les citoyens n'acceptent plus de confier le pouvoir à un seul homme avec un doute sur la possibilité de cet homme à résoudre nos problèmes. J'ai une réflexion d'un jeune il y a une quinzaine de jours dans l'un des quartiers populaires de Corbeil-Essonnes que nous visitions parce que leur local occupé plus ou moins avec des conventions depuis des années dans un quartier, ce local pourrait être démoli à cause de la nouvelle rénovation urbaine et de tours qui vont être démolies à côté. Et j'allais les voir, sûrement trop tard d'ailleurs, parce qu'il y a vite un fossé qui se creuse entre les hommes politiques, les élus quels qu'ils soient, et la jeunesse, mais nous sommes allés discuter avec eux. Et un jeune me dit, vous savez, monsieur le maire, avant, bon, nous, ça fait quelques années que dans les quartiers dits populaires, il y a un échec scolaire important. Mais vous savez, aujourd'hui, avec ça, même si on n'a pas fait beaucoup d'études, on trouve vite la réponse à nos questions. Comme vous, on va sur Google, on va sur Wikipédia et on a accès à l'ensemble des informations. On pourrait discuter cette affirmation puisque je crois que cela ne doit pas remplacer évidemment l'école. Ceci dit, il y a quelque chose de pas faux dans la capacité des sujets aujourd'hui, des êtres humains, de façon anthropologique à notre époque, à avoir accès à toutes les informations de la planète. Et je crois que je dis cela parce que ça doit nous interroger sur le fait que les humains d'aujourd'hui, évidemment, ne peuvent être comparés aux humains d'il y a un siècle, d'il y a 50 ans, quelle que soit leur situation sur le territoire. Donc, être maire, je crois, c'est ne pas vouloir faire croire aux habitants que devant l'ensemble des questions auxquelles nous sommes confrontés, des promoteurs qui achètent des terrains importants dans la ville
en plein centre-ville, qui veulent évidemment faire quoi les promoteurs? Sûrement construire. Mais ils nous le disent, faire de l'argent et vite. Un lycée qui n'accueille pas tous les élèves qui auraient droit d'aller dans ce lycée, comme c'est le cas à Corbeil-Essonnes. On en envoie ailleurs, puisque les cartes scolaires ont changé. Des problématiques de, je le disais, rénovation urbaine. Comment est-ce que simplement démolir des tours et en reconstruire, ça va résoudre le problème de nos banlieues? Des locataires en prise à des bailleurs qui n'entretiennent plus les quartiers, qui suppriment le nombre de gardiens. Vous voyez l'ensemble des questions auxquelles un maire est confronté, prétendent qu'on va pouvoir les résoudre sans que les citoyens s'en mêlent, c'est un leurre. Pour une raison évidente, c'est que nous sommes dans une économie de marché, une société de marché, et depuis Maastricht, où la concurrence est libre et non faussée, et chaque aspect de notre vie est confronté à des rapports de force. Et le maire qui arriverait en disant, tout dépend d'ailleurs de son projet, hein, mais il y a des maires peut-être qui prétendent ne pas vouloir changer grand-chose dans la société. Mais la plupart des maires sont pas le couteau sous la gorge, mais une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, de devoir répondre à toutes ces questions. Et mon expérience déjà au bout de 2 ans, c'est que sans permettre aux citoyens de se mobiliser et d'être au cœur des problématiques qui nous sont posées, nous ne, c'est même pas qu'on, voilà, c'est qu'on n'y arrivera pas, on ne résoudra pas leurs problèmes. J'en donne pour exemple, être maire aujourd'hui, c'est ce soir, et je suis impatient d'être à cette réunion, être dans un des quartiers de Corbeil-Essonnes, le quartier de Chantemerle, où j'ai pu le visiter il y a quelques semaines, ce quartier qui était un des quartiers logement social, quelques accessions à la propriété, qui fonctionnait le mieux. C'est en quelques années considérablement dégradé, d'ailleurs par aussi le changement de population dans ce quartier. Il y a 20-30 ans, le taux de chômage, le taux de sociabilisation était beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Donc, la vie sociale s'est dégradée. Beaucoup plus de jeunes sont arrivés, confrontés à l'échec scolaire. Et les moyens qu'avaient les bailleurs d'entretenir ce quartier auparavant ne sont plus là. Et on a un quartier qui se dégrade. Et si on n'y prend pas garde, peut-être un jour difficile à récupérer, avec une spirale des gens qui le quittent et de populations plus déshéritées encore qui arrivent dans ce quartier. Voilà, où on est confronté. Ce soir, j'ai une réunion à 18h30 où nous avons invité avec le bailleur, que j'ai interpellé, à une rencontre avec tous les habitants du quartier pour dire, voilà, listons tout ce qui ne va pas, interrogeons les problématiques du quartier et ensemble, ville, bailleurs, copropriétaires et locataires, nous allons tenter de les résoudre. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de plaisir à avoir vu une partie de l'équipe municipale, des élus que j'anime, être au porte-à-porte hier soir, avant-hier. Vous savez, les élus où les candidats ils font du porte-à-porte pendant les campagnes électorales. 2 ans après notre arrivée, j'ai vu sur les réseaux sociaux des élus de mon équipe, je dirais même, ils se sont auto-organisés pour faire cela, sans que le maire ait à demander à le faire. Ils sont allés au porte-à-porte, inviter les gens à cette réunion de ce soir. Ce sera une réunion très importante où voilà, les citoyens se prennent en main pour résoudre leurs problèmes. J'insiste, vous voyez, ça fait quelques minutes que je parle pour dire être maire aujourd'hui, c'est quoi? Sincèrement, j'insiste sur cette question démocratique. Après, je ne suis pas un maire inodore et sans saveur, je l'espère, en tout cas un maire qui a des convictions politiques, c'est-à-dire qui a des partis pris. Et moi, je pense que les devises de la République, aujourd'hui, en 2022, représentent le meilleur parti pris. J'ai appris dans mes études que voilà, les êtres humains, il n'y a pas de nature humaine. Je pense que les êtres humains sont potentiellement adorables, potentiellement terrifiants. Nous sommes de drôles de bestioles, des animaux politiques, disait Aristote. Et justement, dans Animal politique, il y a animal, voilà, pour le meilleur et pour le pire. Et justement, la politique doit être cette action humaine qui permette aux humains de laisser de côté la partie animale. Je te pousse et je prends ta place pour manger, pour me cultiver, pour travailler, mais travailler par la politique, le parti pris
que tout le monde doit pouvoir trouver sa place dans la société. Notre histoire, d'ailleurs, politique, ne cesse de m'interroger, notre histoire récente. Moi qui ai été un militant de la jeunesse communiste, qui ai passé tous mes étés, à mes 20 ans, à Moscou, tous mes étés à Kiev, faut-il s'interroger pour que l'idéologie qui a prétendu le bonheur du peuple, eh bien, donne, je vais prendre que deux pays, la Russie aujourd'hui et la Chine aujourd'hui, comment se fait-il que cet idéal du commun ait donné deux des régimes les plus terrifiants? Je suis allé récemment, il y a quelques années, à Shanghai, j'en suis revenu pétrifié de ces systèmes qui mélangent à la fois ce que le capitalisme, de mon point de vue, a de pire, avec des régimes communistes au sens autoritaire, ce qu'il y a aussi de pire. Mais le mélange des deux, ça donne Poutine et le président chinois. Et bien, voilà, donc interrogation de ce côté-là, mais aussi interrogation d'une société capitaliste où on résume l'activité humaine à ce que m'a dit, s'il m'entend, qu'il ne m'en veuille pas, parce que je travaille avec lui, mais nous avons eu à suivre le dossier des grands moulins Soufflet à Corbeil-Essonnes, mise en vente à des promoteurs, et l'un des responsables de ce groupe me disant: Monsieur le maire, d'abord, que le maire soit vous ou un autre, cela m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est que je vende mon patrimoine vite et cher. Et je lui ai répondu: je n'ai rien contre le fait que vous le vendiez vite et cher, mais ma responsabilité de maire, c'est qu'on le vende à un promoteur pour fabriquer de la ville. Et vous allez voir, nous allons réussir ensemble un projet où vous trouverez un acquéreur qui fabriquera de la ville, ce que nous sommes en train de réussir de faire, puisque nous avons présenté il y a 15 jours le projet de transformation de ces très beaux moulins, les mêmes qu'il y a à Pantin sur le bord du périphérique, pour fabriquer de la ville dans le centre-ville de Corbeil-Essonnes. Mais vous voyez, on a ces dernières décennies vécu deux grandes idéologies, l'idéologie qui s'appelait communiste, on pourrait en redébattre, et puis cette tension avec le système, les pays réclamant du système capitaliste, cette tension entre deux systèmes. Et ben, je crois que la modernité aujourd'hui, c'est de réinventer un autre fonctionnement des humains entre eux, et le meilleur programme aujourd'hui, c'est liberté, égalité, fraternité. Je sais que dans votre club de réflexion, ces devises vous sont chères. Eh bien, être maire aujourd'hui, c'est sûrement la fonction l'une des plus importantes dans la société française, celle qui tient encore le plus aujourd'hui pour faire au plus près des habitants, pour faire vivre cette devise. Vous voyez, on a vécu la crise des Gilets jaunes. Alors évidemment, une crise en chasse l'autre et on oublie. Mais il n'y a que quelques années, 3-4 ans, nous étions en pleine crise des Gilets jaunes, 4 ans, 5 ans, et on avait un président de la République, tout le monde l'a su, qui a vécu des heures sérieuses, très inquiet, le président de la République, jusqu'à demander s'il pouvait continuer à siéger à l'Élysée, encerclé par des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on a senti que la démocratie française a tremblé fortement. Et d'ailleurs, chaque citoyen inquiet de se dire: oh là là, mais ça peut s'écrouler tout ça. Alors, qu'est-ce qu'a fait entre autres Macron? C'était pas la pire des idées d'ailleurs qu'il a eues. Je ne partage pas grand-chose de son programme et de sa façon d'être président. Qu'est-ce qu'il a fait? Une fois que les CRS, ça avait ses limites, il a appelé au débat. Il a appelé au débat. Et qui il a appelé pour organiser le débat? Les maires. Et je n'étais pas encore le maire, j'étais élu de l'opposition à Corbeil-Essonnes, et j'ai joué le jeu. J'ai dit au maire de Corbeil-Essonnes, avec lequel je ne partageais pas grand-chose, moi je veux bien être utile à organiser le débat, qui n'était pas sa grande tasse de thé à ce maire, et j'ai contribué avec une partie de son équipe à organiser 3 grands débats à Corbeil-Essonnes. Eh bien, on n'a pas, et c'est passionnant ce qui est ressorti de ces grands débats, sauf qu'on s'est ressorti, puis on l'a oublié, on est passé à autre chose. Mais là, pour ne pas perdre le fil de mon idée, ça a été, les maires ont été un recours. Covid, pareil, un pouvoir complètement désemparé. Je ne reviens pas sur ce qu'on vient de vivre. Le masque, ça ne sert à rien, mais s'il faut le mettre, on n'en a pas, il faut en fabriquer. Et les maires
les maires, nous avons été, moi je me rappelle un dimanche soir, être appelé par le préfet de l'Essonne, qui a dû appeler beaucoup de maires des villes les plus importantes, et monsieur le maire, il faut nous aider à vacciner. Et les maires, je ne connais pas un seul maire qui a dit, bah non, 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 débrouillez-vous. Nous avons joué la solidarité républicaine. Eh bien, deuxième grande crise, on appelle les maires. À peine est-on sorti de ces deuxièmes grandes crises qu'il y a l'Ukraine. Et qu'est-ce que font les préfets? Ils appellent les maires. Et d'ailleurs, j'en veux beaucoup à ce président Macron, parce que quand même, dans la même période, ça n'a pas commencé que sous Macron, mais les mairies ont perdu en dotation, je dois avoir le chiffre exact ces dernières années, des milliards d'euros de dotations supprimées aux collectivités territoriales. Hein, et dans le même temps, c'est aux maires qu'on demande d'organiser les débats quand c'est la crise, de vacciner et aujourd'hui d'accueillir les réfugiés. Le maire de Corbeil-Essonnes que je suis a 4000 demandes de logement en attente. 4000 demandes de logement en attente. Et aujourd'hui, et bien sûr qu'il faut accueillir les réfugiés ukrainiens, mais comme il fallait accueillir les réfugiés syriens, etc., je ne rentre pas sur cette affreuse polémique qui consisterait à dire qu'il faut choisir les réfugiés, notamment en fonction de leur religion, de leur couleur de peau. Quel scandale! Donc, vous voyez, les maires aujourd'hui sont indispensables à tenir la cohésion républicaine. Mais seuls les maires ne peuvent y parvenir. Et donc, l'une des grandes questions qui devrait animer le débat de l'élection présidentielle, mais il est bien difficile de repérer le débat d'élection présidentielle qui a lieu maintenant dans 15 jours et demi, eh bien, c'est les moyens à donner aux collectivités territoriales pour faire vivre liberté, égalité, fraternité. Donc ça, c'est aussi une grande question. Et le maire que je suis, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je suis devenu maire à 58 ans, j'en ai 60 aujourd'hui, il m'arrive dans mes pensées d'être inquiet. Il m'arrive d'être inquiet parce que nous sommes maires dans des sociétés avec des projets politiques. Je lis le projet du président sortant qui a des chances d'être de nouveau le président réélu, et ce projet m'inquiète. Quand je vois que le projet, c'est, il ne le dira pas avec ces mots, de s'attaquer encore à l'éducation nationale, quand le projet, c'est de s'attaquer encore à ce qu'on appelle dans notre jargon les acquis sociaux, quand c'est en tout cas à rien et d'économiser encore sur la fonction publique, toujours plus de libéralisme, je me dis jusqu'à quel point les citoyens français vont accepter de vivre avec de telles inégalités sociales et vouloir même faire travailler ceux qui toucheraient le RSA. Faut-il être loin des gens qui touchent le RSA? Vous savez, quand on touche le RSA, c'est rarement par choix. D'ailleurs, je le dis à nos auditeurs, c'est que si c'était génial d'être pauvre et de vivre au RSA, pourquoi on ne le ferait pas? Arrêtons de faire ce qu'on fait et soyons pauvres et touchons le RSA. Ce n'est pas sérieux. C'est que la plupart des gens qui sont dans cette situation sont des spirales de l'échec de la vie, d'inégalité sociale. Combien de temps les êtres humains vont accepter de gagner quasiment rien, d'avoir les pires difficultés pour se loger et donc s'occuper de leurs enfants, les scolariser, les suivre, etc. Et ça ne concerne pas du tout que ce qu'on appelle les quartiers sensibles. Il y a un sujet sur les quartiers dits sensibles. Mais moi, maire de Corbeil-Essonnes, j'ai des populations pauvres qui vivent dans tous les quartiers de la ville, y compris dans nos centres-villes. Et donc, voilà, la question, ce n'est pas simplement des quartiers opposés aux autres, c'est de prendre chaque citoyen et de réinterroger en 2022, dans ce pays si riche qu'est la France, la capacité, le droit de chaque citoyen, reparlons comme cela, à aller à l'école, à réussir son projet de vie quand on est jeune, à se loger, à avoir un travail dignement payé, à pouvoir se soigner, avoir accès aux soins, partir en vacances, se cultiver, etc. Reparlons voilà. Et donc, dans un pays qui a su donner avec le CICE, c'est pas Macron, c'est Hollande, c'est un contrat crédit impôt compétitif pour la compétitivité des entreprises, des milliards d'euros donnés aux entreprises
On a juste oublié la contrepartie. Donc, elles ont pris les milliards et elles ont continué à faire comme avant. Et pour certaines, des grands plans de licenciement, on marche sur la tête. On marche sur la tête. C'est que ce n'est même pas bon pour ce qu'on appelle l'économie. Une économie aujourd'hui qui paraît d'ailleurs complètement pas maîtrisée. Qui maîtrise les flux financiers, qui maîtrise la fabrication de la monnaie, etc., le crédit? On se demande dans quel monde on vit. Le libéralisme a créé un monde complètement plus maîtrisé. Hein, c'est ce qu'on a, c'est vraiment cette libre concurrence, la concurrence libre et non faussée. Et donc, voilà. Et donc, les maires, il faudrait que seuls dans notre coin, on puisse réparer les dégâts de cette économie. Et bien évidemment, il y a une tâche bien, bien difficile pour les maires aujourd'hui dans notre pays, mais passionnante. Je suis de ceux, comme disait Gramsci, qui croient à l'optimisme de l'action, il y a le pessimisme de la raison. Et puis, nous n'avons pas le choix. Les 36 000 et quelques maires de France font partie des premiers de cordée, comme on l'a dit pendant le Covid. Voilà. Merci Bruno. Alors c'est intéressant, vous avez beaucoup de, de passion et de réflexion sur votre propre rôle dans la société. Au-delà de la réunion de tout à l'heure, par exemple, que vous avez évoquée là, ce soir, comment vous structurez un peu plus donc, la participation citoyenne? Vous faites des commissions de quartier, des commissions spécialisées, des conventions citoyennes, que sais-je? C'est une question de Jean-Claude Azera. Alors, c'est une bonne question qui fait débat d'ailleurs dans notre équipe, légitime. C'est que je pense que pour la démocratie, on peut la faire seul, les élus. Par exemple, ce soir, cette réunion, ce n'est pas très compliqué. On va discuter avec les habitants. On en trouve toujours des plus en colère que d'autres qui veulent se mobiliser. Et à partir d'eux, on tire un fil, on décide avec eux comment on s'y prend, une réunion, tel jour, telle heure. La ville sort un petit flyer, on le met dans les boîtes aux lettres, ou comme les élus hier, on va faire du porte-à-porte, et on dit aux gens, écoutez, vous savez, ça paraît évident ce que je dis là, mais ce n'est pas partout que les maires prennent autant de temps pour dire on va réunir les habitants. Et là, on peut le faire tout seul, on n'a pas besoin de se faire aider. Et puis, il y a des questions plus complexes. Et là, je pense qu'il faut qu'on se fasse aider. Et j'ai pris l'habitude dans mes fonctions politiques de me faire accompagner, soit en passant à bon de commande, soit avec des appels d'offres, parce que ça coûte un peu d'argent. Et j'ai l'habitude de travailler avec une entreprise qui s'appelle Grand Public, qui nous aide, nous les élus, à organiser le débat public. Pareil, on est maire aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'étais le directeur de cabinet de Roger Combrisson dans les années 80. Il se retournait, le maire, il y avait des centaines de militants qui l'avaient porté au pouvoir et qui étaient là pour aider à la mise en place du projet politique. Et le maire pouvait compter sur des militants de syndicats, je l'ai dit, je le répète, pour dire en quelques décennies, comment la société française s'est transformée. Le maire s'appuyait sur son parti politique, le parti même des jeunes, les amicales de locataires, les associations de parents d'élèves, le secours populaire, etc. Et il y avait vite 500, 600 personnes qui pouvaient se mettre en mouvement pour débattre et agir, voire manifester, puisque parfois, il faut manifester. Aujourd'hui, le maire se retourne, il a ses 33 élus avec lui. Donc, quelques militants, bien sûr, je ne veux pas leur faire injure, mais par rapport à ce qu'on a pu vivre, ça fait… Voilà. Et donc, il faut se faire accompagner pour refabriquer de la citoyenneté, refabriquer des militants, pas forcément, je le pense, d'un parti politique, des militants de la commune, des militants du département, des militants de la France. Et donc, là, il y a quelque chose… à réinventer sur la pratique citoyenne. Eh bien, moi, je me fais aider parce que, et je réponds rapidement, précisément à la question, moi, je ne crois pas trop au comité de quartier. Je pense que, voilà, ce soir, par exemple, c'est une réunion de comité de quartier. Si des gens veulent s'organiser en comité de quartier, qu'ils le fassent, il n'y a pas de problème, on les aidera. Je crois aux amicales de locataires. Nous avons un élu à Corbeil-Essonnes
qui a comme fonction d'aider à recréer des amicales de locataires. Parce que bien sûr qu'il y a un rapport de force à créer qui existe entre des locataires et des bailleurs, comme dans les entreprises, entre des salariés et des patrons. Nous, on veut aider à ce que les habitants s'organisent. Mais je crois que les habitants, voilà, une ville, c'est des quartiers connectés, c'est des problématiques transversales, les transports, c'est des services publics qui doivent être bien répartis sur la commune, c'est des centralités à faire vivre. Les Grecs ont inventé les centres-villes, on les a abîmés avec ces grands centres commerciaux. Aujourd'hui, il y a une demande de retrouver des centres-villes parce que pas mal de citoyens considèrent que c'est quand même plus agréable de faire les courses à ciel ouvert dans une rue commerçante que dans un centre commercial sans personnalité. Et donc, les habitants, en fait, veulent parler de la globalité des choses. Et moi, par exemple, quand je suis maire, je réfléchis à la globalité. L'urbanisme, ce n'est pas simplement l'urbanisme d'un petit coin de ma rue. Ce n'est pas le problème simplement d'un trottoir, de la rue, machin. C'est avoir une pensée globale de mon territoire et de Corbeil-Essonnes dans le territoire. Corbeil-Essonnes à côté d'Évry-Courcouronnes, ville-préfecture. Corbeil-Essonnes dans une agglomération qui va jusqu'en Seine-et-Marne et donc la grande couronne de l'agglomération Île-de-France. Vous voyez, les problèmes se posent dans leur globalité. Eh bien, les citoyens, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Quand on leur donne toutes les clés, ils savent débattre, se mobiliser et poser l'ensemble des projets. Eh bien, je me fais accompagner souvent d'un outil qu'on appelle grand public, qui donne la parole aux habitants, qui les filme et qui aide à organiser le débat démocratique. Eh bien, c'est passionnant. Nous avons, par exemple, et ça casse les images qu'on peut avoir, il y a un mois, dans ce quartier dit sensible, qui est un quartier, je dirais pas tout à fait, enfin, j'allais dire comme les autres, où les citoyens se lèvent le matin, veulent aller travailler, vivre, avoir des espaces pour jouer dans les parcs avec leurs enfants, etc. Le quartier des Tarterets, ce sont 250 habitants, il y a quelques mois, qui se sont réunis pour débattre de la transformation de leur quartier. Mais sinon, les maires et les bailleurs et l'agence ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, décident dans leur coin, bah tiens, je vais raser cette tour, ah bah tiens, je vais raser celle-là aussi, puis on va reconstruire là, et on parle juste de la vie des gens. Comment, et c'est ça aussi que j'apprends de la vie politique, c'est que on ne fait pas le bonheur des gens à leur place. J'en ai parlé tout à l'heure de ces pays dits communistes qui ont prétendu faire le bonheur des gens à leur place, on voit ce que ça a donné. Eh bien, on fait le bonheur des gens avec eux, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, les classes moyennes que nous sommes, je pense que dans celles et ceux, je dis classe moyenne pour donner le statut social que nous avons, nous sommes des gens, on n'a pas trop envie qu'on décide à notre place. Hein. Réfléchissons tous où nous habitons aujourd'hui, ça nous est cher là où on habite. Eh bien, personne n'imaginerait que quelqu'un vienne nous voir pour dire « Excusez-moi, là où vous habitez, on va le raser, et puis vous allez vivre là-bas. » Et puis d'abord là-bas, bah, ça va être aussi rasé dans 4 ans, donc vous redéménagerez. Mais ça, c'est ce que je dis là, paraîtrait aberrant si ça nous arrivait à nous. Mais ça a été le quotidien de milliers et de milliers d'habitants des quartiers dits populaires qui ont fait l'objet de rénovation urbaine. Donc voilà, moi je m'organise en multipliant les réunions quand un problème se pose. La rue ne fonctionne pas, ne faudrait-elle pas qu'elle soit à sens unique? Eh bien écoutez, nous allons venir avec des experts, des techniciens, des élus, et puis on discute, on pose des problèmes. Je prends l'engagement d'y travailler avec les services de la ville, je reviens vous voir dans 1 mois et on décide ensemble de ce qu'on peut faire. Voilà, faire en sorte que réinterroger le mandat de maire pour dire, en fait, réinterroger la démocratie représentative. Et vous voyez, juste pour finir la question, ce que j'essaye de faire comme maire, bah, si le président de la République qui faisait comme ça en France, est-ce que notre pays ne fonctionnerait pas un peu mieux? C'est-à-dire que, voilà, on a un problème avec les retraites. D'abord, quel est le problème? C'est quoi le problème avec les retraites? Parlons-en. Et qui doit décider? On pourrait très bien avoir un très grand débat national où les citoyens français disent, voilà, jusqu'à quel âge est-il raisonnable de travailler? En tout cas, d'avoir le droit de dire, ben moi je veux travailler, parce qu'il ne s'agit pas de dire c'est la retraite à 60 ans, et à 60 ans on arrête tous. On est quelques-uns autour de ce débat ce matin à avoir un peu plus de 60 ans et avoir envie de continuer
si ce n'est à travailler, à s'occuper, à être utile à la société. Et donc, un droit à la prendre, la retraite. En tout cas, grand débat. Macron pourrait dire, allez, le président de la République, grand débat sur tant de sujets. Le nucléaire, on débat. La vie dans les quartiers, on débat. Les moyens pour les collectivités territoriales. C'est pas ça la démocratie. En tout cas, moi, je crois que c'est cela et j'essaie de le faire vivre à Corbeil-Essonnes. Alors justement, j'ai une question de François Dupont. Pouvez-vous nous donner un peu une ou deux réalisations pratiques que vous avez déjà réussies en vous appuyant sur des réunions comme celle de ce soir ou justement ce débat avec les habitants? J'en donne une. Nous avons, pour en donner vraiment plusieurs, on a 4 hectares en plein centre-ville de Corbeil-Essonnes où a vécu pendant des décennies une très grande imprimerie qui était devenue une coopérative, Hélio Corbeil, qui a fini avec une centaine de salariés. C'est 4 hectares, c'est important, mais à quelques centaines de mètres de l'hôtel de ville, vraiment en plein centre-ville. C'est l'histoire de cette ville ouvrière qu'est Corbeil-Essonnes, qui avait beaucoup de grandes entreprises, y compris dans son centre-ville. D'ailleurs, comme beaucoup d'entreprises dans l'histoire de nos villes, mon papa travaillait chez Renault-Billancourt. Renault-Billancourt, c'était à Boulogne-Billancourt. Et aujourd'hui, voilà, donc on imagine l'aménagement de nos villes autrement. En tout cas, Hélio Corbeil a fermé ses portes il y a 2 ans. Le terrain, c'est une vraie question du coup politique en France. La maîtrise du foncier. On parle de la propriété privée des biens, mais la propriété privée du foncier, c'est une vraie question. À qui appartient la terre et celui qui l'achète. D'accord. Quand c'est 4 hectares dans un centre-ville, je crois qu'il faudrait réfléchir en France à donner les moyens aux collectivités territoriales de préempter, sauf que là, ce terrain de 4 hectares n'a pas pu être acheté par le maire que je suis. La valeur vendue est de 15 millions d'euros. Moi, avec mon budget d'une centaine de millions d'euros, comment je peux faire pour acheter un seul terrain de 15 millions d'euros? Ça a été acheté par un fonds d'investissement privé qui s'appelle Novaxia, et je ne lui jette pas la pierre. Voilà, il y a des gens dans cette économie de marché qui se regroupent, qui mettent de l'argent en commun, beaucoup d'argent en commun. Ils ont les moyens d'acheter un terrain de 15 millions d'euros. Pourquoi faire? Alors là, d'ailleurs, ils ne s'en cachent pas. Novaxia n'est pas à proprement dit un promoteur. C'est un fonds d'investissement qui achète avec l'argent de contributeurs, avec un intérêt de faire fructifier cet argent le plus fort possible et le plus vite possible. Et donc, ils achètent un terrain pour le revendre le plus vite possible, le plus cher possible. Alors là, c'est simple, dans l'économie française, qu'est-ce qui peut permettre la plus grosse culbute financière? C'est de fabriquer beaucoup de logements. Je me retrouve maire avec un propriétaire dans mon centre-ville. Si je le laisse faire, il va construire 1500, pourquoi pas 1600 logements, 1200 logements, mais ça ne fait pas forcément de la ville. Ça en pose des questions derrière. Comment on circule, comment on stationne, l'emprise au sol, la transition écologique, les services publics pour accompagner. Toutes ces questions, eh bien, le moyen que j'ai, le maire, de créer un rapport de force, parce que vous me dites, mais le maire, vous pouvez très bien ne pas changer votre PLU, l'empêcher de construire, ce promoteur. D'accord, mais si je l'empêche de construire, j'ai aujourd'hui une grande friche dans mon centre-ville qui a besoin de tout pour revivre. Et alors, je vais laisser pendant des années une friche avec une coque industrielle pas très jolie pour le coup, et puis toute vide, 4 hectares vides, 1 an, 2 ans. Et puis les habitants vont venir me voir à la fin du mandat, me dire, monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez fait de ce terrain vide? Donc la question, elle est posée au maire, elle est posée à celui qui a acheté, qui veut faire fructifier, puis elle est posée aux habitants. Et bien si elle est posée aux habitants, le maire que je suis, il en fait un débat. Et il crée le moment et il crée les conditions, et c'est là où je me fais un peu accompagner par grand public, pour dire quelles sont les questions posées, quel est le potentiel du terrain, et d'une seule opération qui pourrait être financière du point de vue du promoteur, j'en fais un débat politique au sens noble. Qu'est-ce qu'on fait de ce terrain? Monsieur, vous voulez faire de l'argent, mais peut-être qu'au lieu d'en faire ça comme argent, vous allez en faire ça, un peu moins, mais il vous en restera toujours. Et puis nous, on va fabriquer de la ville ensemble. Voilà un exemple concret où je suis en train de faire baisser la prétention du nombre de logements que veut faire le promoteur
Et d'ailleurs, derrière le promoteur, il y a des êtres humains, il y a des hommes, des femmes. Il y a aussi, du coup, ils s'entourent d'urbanistes, d'architectes. Et puis, on fabrique de la ville ensemble. Voilà un exemple concret où quand on met les gens dans le circuit, on crée soit un nouveau rapport de force, sûrement, avec celui qui a acheté, mais on crée un lieu d'intelligence collective où celui qui veut faire de l'argent, je pense qu'il pourra en faire malgré tout, et puis nous, on fabriquera de la ville. Voilà, dernier exemple, quand j'arrive, le dossier des Tarterets est ficelé par l'ancienne mairie, je découvre qu'on va raser un gymnase, en reconstruire un, alors que moi, dans ma ville, on a gagné 20 000 habitants en 20 ans, et le dernier gymnase qui a été construit date de 1993, il n'y a pas eu de gymnase de construit en 20 ans alors qu'on a pris 20 000 habitants. Et en débattant avec les habitants, on va garder le gymnase, on ne va pas le démolir, puis on va en construire un nouveau. Je donne des exemples. Les habitants, vous savez, on dit oui, mais quand on donne la parole aux gens, ils vont réclamer n'importe quoi. D'abord, et nous, je veux dire, non. Quand on donne la parole aux gens, les gens sont pleins de bon sens. Est-ce que les gens veulent une ville plus polluée? Non. Alors évidemment, des fois, on la pollue sans s'en rendre compte, mais les gens veulent plus respirer dans leur ville, les gens veulent plus de rivières mises à jour. On a la Seine, comment on profite de la Seine? Les gens veulent une ville plus agréable, plus de bancs, plus de jeux pour enfants, plus d'espaces publics, plus de lieux de rencontre. Je fais, pour finir, l'expérience que dès qu'on libère la parole des gens, des citoyens, des gens, ils sont porteurs d'idées qui vont dans le bon sens. C'est mon expérience, en tout cas. Et donc, concrètement, vous faites des réunions? Vous faites comment? Vous allez chercher les habitants? Vous avez des consultations Internet? Que sais-je? On fait comme on fait là. Ce qu'on fait là, ça s'appelle webinaire peut-être, mais c'est une réunion, alors là, un peu particulière, puisqu'on interroge quelqu'un. Moi, dans ces réunions, je dis 2 mots au début. J'aide à organiser le débat, parce qu'il faut l'organiser, le débat. Il y a des thèmes qui ressortent. Du coup, on fait des ateliers, par exemple, on va parler plus des besoins scolaires si on construit des logements. On va faire un atelier, alors, quel type d'école, combien de classes, comment on la positionne. On va faire un atelier sur l'école. On peut faire un atelier sur la nature en ville, puisque là, il y a 4 hectares à urbaniser. Est-ce qu'on ne peut pas redécouvrir la rivière Essonne qui a été enfouie? C'est quoi des grands mailles urbains verts avec plus d'arbres, etc. On crée des ateliers, on se met au boulot, et puis voilà, on se fait accompagner d'architectes, d'experts, parce qu'il y a des gens qui ont un savoir et il faut l'entendre. Et puis, il y a les citoyens avec leur expertise du quotidien, plein de bon sens. Et bien voilà, ça s'appelle, oui, des réunions, des rencontres. Et puis, au bout du bout, il ne faut pas croire que c'est le débat sans fin. Au bout du bout, il faut trancher. Eh bien, le débat revient dans la démocratie représentative avec le conseil municipal. Et puis là, on décide. Le maire, il tranche après avoir organisé le débat. Et s'il tranche mal, le maire, on peut changer de maire. Mais pendant 6 ans, le grand drame de nos démocraties, c'est qu'on donne le pouvoir à des présidents de la République, à des présidents de région, à des présidents de département, à des maires, à des présidents d'intercommunalité. Et puis, pendant 6 ans, ils ont le pouvoir, et puis après, on revote. Mais non, il faut que pendant les temps du mandat, il faut que la démocratie directe vive à plein. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Alors, pour faire du direct, est-ce que c'est une question de Jean-Claude Azera? Il dit que les collectivités locales aujourd'hui organisent de plus en plus de sondages, de consultations. J'ai l'impression que c'est souvent un moyen de dire qu'on consulte les citoyens en évitant le débat direct avec eux. Vous faites des sondages aussi? Vous faites comment? J'ai fait, d'abord, ça fait 2 ans qu'on est là. En plus, depuis 2 ans, nous avons eu déjà une élection départementale, d'ailleurs que nous avons gagnée, de peu de voix, 4 voix, mais c'est un canton qui avait basculé chez nos opposants il y a 6 ans. On a revoté, déjà c'est un sondage, ça, on a revoté. Puis on s'est aperçu d'ailleurs qu'on avait fait un bon résultat dans notre ville, parce que pareil, ça en fait des débats qui seraient passionnants de mener. On a redécidé des cantons. Alors nous, notre canton, c'est des communes qui n'ont pas forcément grand-chose à voir ensemble. On a élu 2 conseillers départementaux, puis hop, alors là, s'il y a bien une élection qui
loin des habitants, des citoyens, c'est l'élection départementale. Mais bon, en tout cas, ça existe. On a fait un bon résultat à Corbeil, c'est un sondage, ça. Mais l'argent public est rare. Il ne doit pas servir à payer des sondages. Vous savez, un maire qui est connecté en permanence avec ses habitants, il n'a pas besoin de sondage. Sincèrement, je ne sais pas si à mi-mandat, j'aurai l'occasion d'en faire un. J'espère pas, parce qu'évidemment, le maire, il a l'anxiété de se dire, là, s'il a envie de se représenter, où j'en suis. Mais moi, je crois qu'à mi-mandat, dans 1 an et demi, ce qui sera bien, c'est de réunir de nouveau les Corbeillais-Saunois, de dire, voilà, on avait dans le programme ça, ensemble, on a fait ça, ça, on a réussi, ça, on n'a pas réussi, pourquoi? Et puis, comme les choses bougent, eh bien, quelles seraient les nouvelles exigences? Faisons ça, mais pas un sondage. Un sondage, ça entretient l'idée marketing de la vie politique. On a un président de la République qui est sorti, qui est mis en cause justement pour avoir organisé un peu trop de sondages avec l'argent de la République. D'abord, ça ne lui a pas beaucoup servi de savoir au quotidien où en était-il de l'estime des habitants vis-à-vis de lui. Donc, voilà, non, je ne crois pas au sondage. Voilà. Mais alors, il y a beaucoup de gens qui participent à vos réunions. Comment ça se passe? Parce qu'il y a plus de 50 000 habitants. Moi, j'ai lu que pour le projet Cœur de Ville, l'année dernière, il y a eu 1000 participants. C'est déjà pas mal, mais est-ce que les gens sont volontaires? Est-ce que vous sentez un mouvement? Oui, alors d'abord, oui, je réponds oui, puisqu'il y a 15 jours, tout ça est sur le site web de la ville, sur mon Facebook aussi, puisque on enregistre tout ce qu'on fait. Eh bien, sur la présentation du projet des Grands Moulins, on en a fait d'ailleurs une petite fête. Nous, on est une équipe qui adorons la fête. Il y a un livre qui vient de sortir, je n'ai pas retenu l'auteur, là, sur la gauche et le plaisir, la gauche et le sens de la fête, passionnant. Eh bien, moi, je pense qu'on ne peut pas dire aux gens, allez, votez pour nous, on va faire du bonheur ensemble, et puis, comme on dit, faire la tête, quoi. Il faut être joyeux, il faut croire au bonheur. Eh bien, on a présenté le projet des Grands Moulins avec les architectes, les promoteurs. Et comme on va créer une brasserie, une fabrique de bière dans le site, et ben on s'est dit après, on va illuminer le site quand il sera fini, dans 4 ans. Et bien on s'est dit, allez, on fait une réunion, puis après, on va goûter la bière qu'il y aura sur le site, on va illuminer voilà, le titre du livre, notre ami Jean-Michel Metz, c'est Michael Fessel, Quartier Rouge, Le plaisir et la gauche. Voilà, c'est un livre de philo qui vient de sortir. Et donc, comment dire, on a organisé à la fois une réunion et une fête. Il y avait 500 personnes. 500 personnes. 250 dans la salle de l'hôtel de ville, 250 dehors parce que la salle était trop petite, on avait prévu des écrans. 500 personnes. Et la plus grande victoire, c'est que des habitants des quartiers populaires de la périphérie sont venus pour dire le centre-ville, ça nous appartient à tous. Et nous aussi, ça nous intéresse de parler du centre-ville. Non, mais vraiment, la démocratie, la pratique démocratique, c'est ce qui peut sauver nos sociétés, sauver le monde. J'en suis persuadé. Alors, on va changer de sujet un tout petit peu avec une question de François Dupont. Est-ce que vous avez des idées sur l'éducation dans votre ville? Oui. Alors, si je devais résumer par quelques mots, c'est, monsieur le maire, votre projet politique. 1, vous l'avez compris, la question démocratique. Ce qui vient en 2, c'est l'éducation. La fraternité aussi, mais tout ça va ensemble. Refabriquer la fraternité, ça ne va pas de soi, il faut la fabriquer. Mais incontestablement, la question éducative. De l'éducation nationale, ça intéresse les maires, on vient les chercher pour fabriquer des écoles, les entretenir, financer bon nombre d'actions éducatives. Et donc, il faut que l'éducation nationale, elle accepte de discuter avec les maires au sens du représentant des citoyens. Et puis, il y a l'éducation populaire. On présentait tout à l'heure mon directeur de cabinet, Max Leghem, est quelqu'un qui a passé sa vie dans les maisons de la jeunesse et de la culture. C'est un cadre de l'éducation populaire. Ce n'est pas un choix anodin. Je n'ai pas pris un directeur de cabinet très formé au monde du business. J'ai pris un directeur de cabinet compétent
dans l'éducation populaire. Parce que c'est là où la question démocratique, pour ne pas être démagogique, doit prendre en compte l'égal accès des citoyens au savoir, aux pratiques, pas simplement dans un mode ascendant. Il y aurait des sachants qui expliqueraient aux autres ce qu'il faut savoir. Mais enfin, il y a des gens qui ont acquis des compétences et des savoirs. La fabrication de concepts, l'histoire, la géographie, tout ce qu'on peut apprendre. Et l'éducation, la musique, le sport, évidemment, tous les plaisirs de la vie, toutes les pratiques qui donnent du plaisir au sens de la reconnaissance minimum de soi. Vous avez tous fait cette expérience. Vous avez les enfants, nous avons du plaisir quand nous reconnaissons nous-mêmes notre capacité à faire bouger les choses, à agir. Eh bien, l'éducation, c'est une question essentielle aujourd'hui. C'est d'ailleurs aussi un drame. On verra quel président sortira des urnes, mais enfin, il y a des programmes qui visent à complètement continuer de casser l'éducation nationale. Ce doit être un sujet des maires. Déjà, préserver l'école et la réinterroger. Et c'est une de mes différences avec tous ces candidats de gauche à la présidentielle, c'est tous pensent avoir la bonne réponse pour l'école. Pour l'école, il faut augmenter les salaires. Non, c'est pas ça. Pour l'école, il faut augmenter le nombre de postes. Mais organisons un grand débat en France. Quels sont les besoins de nos enseignants? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle crise des vocations? Sûrement la question des salaires, mais pas simplement. Pourquoi est-il si difficile d'être enseignant aujourd'hui, avec évidemment des publics qui ont changé, évidemment, réinterrogeons cette question. Mais le maire, c'est aussi celui qui, dans ses maisons de la jeunesse et de la culture, dans ses maisons de quartier, dans ces événements à créer, a un pouvoir extraordinaire, justement, entre guillemets, sans le carcan fermé de l'éducation nationale, eh bien, peut avoir la liberté avec les habitants de multiplier les lieux d'éducation dans la ville. Eh bien, voilà, regardez comment sont les enfants d'aujourd'hui qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, comme nous l'étions nous-mêmes à notre époque. Ce désir d'apprentissage, la curiosité des enfants. Globalement, les enfants sont très curieux. Ces bestioles qui arrivent au monde et qui veulent tout comprendre, qui voient un écran qui saute dessus. D'ailleurs, attention, les écrans, ça transforme le cerveau, donc un peu d'écran, mais pas trop. La nature, les questions du monde. Rendez-vous compte, nous avons samedi matin organisé un grand nettoyage de printemps. Moi, je veux que la ville soit propre, comme tout le monde. Vous en connaissez des gens qui disent « je veux que la ville soit sale ». Alors, on va me dire « oui, mais alors il y a ceux qui la salissent ». Oui, ben d'accord, mais justement, c'est une question d'éducation. Hein? Nous avons appris à ne pas tout jeter par terre chez nous. Globalement, chez nous, on ne jette pas les détritus par terre, on les met à la poubelle. Ben, l'être humain, ce qu'il a appris à faire chez lui, dans l'espace privé, il faut qu'il apprenne. Alors, soit on pense que la seule injonction et l'amende, ça suffit. Moi, je ne crois pas. C'est une question d'éducation. Eh bien, nous avons organisé samedi matin un grand nettoyage de printemps. 500 personnes à peu près ont participé, des centaines de gamins, des centres de loisirs et des écoles. Et moi, ça me scotche. Le plaisir qu'avaient ces enfants à découvrir le nombre de mégots par terre. Alors, bien sûr, ce n'est pas eux qui les jettent, ils ne fument pas encore. Eh bien, ils étaient contents de participer au nettoyage de la ville. Et il y a un petit gamin qui est venu de 6 ans qui m'a dit « Monsieur le maire, un petit gamin, j'ai bien vu d'un quartier populaire. Vous voyez, arrêtons de stigmatiser. » Quand je dis ça, je ne stigmatise pas. Je dis au contraire, tous les enfants sont curieux et ont les mêmes droits. Le petit gamin de 6 ans me dit « Puisque vous êtes le maire, peut-être vous connaissez Monsieur Poutine. Est-ce que vous pouvez lui dire d'arrêter la guerre ?» Vous voyez, 6 ans, ce petit bonhomme. Eh bien, il y a une telle demande de savoir, de curiosité. Il y avait une telle soif d'apprentissage qu'il fallait y répondre. Je donne un dernier exemple. Nous, on a la Seine à Corbeil-Essonnes et donc la possibilité de pratiquer la voile. Et donc, je crois que, voilà, souvent, vous m'entendez toujours là? C'est très bien alors. Pareil, c'est bien le football. Et souvent, pas que dans les quartiers populaires, mais
l'activité la plus simple, la moins onéreuse, c'est un ballon, un bout de terrain, puis on tape dedans, quoi. Ben, c'est bien, moi, pourquoi pas le football? Je suis allé voir des amis qui ont une très belle école de voile, dans des petits villages où il n'y a rien à acheter, il n'y a pas très peu de commerce, peu de tourisme. Eh bien, nous allons créer un partenariat entre ce petit village du Cotentin, à Dielette exactement, qui a une belle école de voile, et on crée un partenariat entre notre club de voile et cette école de voile dans le Cotentin, où des jeunes de nos quartiers vont aller découvrir la pratique de la voile cet été. Alors voilà, je le fais pour ça parce que ça coûte ça et que j'ai ça comme moyen, mais si j'avais ça comme moyen, ça réinterroge les moyens à donner aux collectivités territoriales de multiplier les occasions de pratique et de découverte. Donc voilà, l'éducation, c'est… un mandat n'est pas trop pour remettre tout ça sur les rails. Et je suis maire d'une ville où l'éducation, pendant 25 ans, n'a pas été un sujet. Le sujet à Corbeil-Essonnes, c'était de savoir combien d'argent on pouvait donner aux électeurs pour qu'ils votent pour nous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la justice qui vient de recondamner en appel. Enfin, on verra, la décision tombera dans quelques semaines. Je dis ça parce que quand même, on l'a eu mauvaise. C'est que… le clientélisme, c'est le contraire de l'éducation. Vous voyez ? Et donc, ben voilà, nous, on écrit l'avenir pour devant nous. Donc, oui, l'éducation, c'est un grand marqueur. Grand marqueur. Mais dernier mot, parce que justement, on a une maison de la jeunesse et de la culture à Corbeil-Essonnes. L'éducation populaire a de beaux restes, mais elle n'est pas en forme. Elle n'est pas en forme aujourd'hui. Et il faut elle-même qu'elle s'interroge. Vous avez peut-être connu dans votre jeunesse le rôle que jouaient les MJC. Sûrement faut-il le réinterroger, mais nous avons une histoire issue de la résistance d'ailleurs, dans notre pays. À la libération, nos grands-parents et nos parents, on a libéré les vannes après, et les humains ont voulu faire beaucoup de bonheur. D'ailleurs, bon, il y a un candidat qui reparle des jours heureux, mais même si je ne partage pas tout non plus avec lui, comme pour chacun des candidats de gauche, mais les jours heureux, ça dit quelque chose, c'est-à-dire on veut revivre des jours heureux. Et dans ces moments-là, il y a eu beaucoup de générosité en France. Et puis pendant 60 ans, on n'a pas arrêté de casser tout ce qu'on a essayé de construire dans l'après-guerre. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut réinterroger. Ce n'est pas dire avant c'était mieux. Moi, je ne partage pas ce discours. Michel Serres disait ça, qu'il ne fallait pas dire qu'avant c'était mieux. Il prenait plein d'exemples pour le montrer. La société, d'une certaine façon, était plus violente il y a 60 ans qu'aujourd'hui. Il ne faut pas idéaliser le passé. Mais réinterroger ce dont on a besoin aujourd'hui pour fabriquer du bonheur, et ben, l'éducation, ça en fait partie. Alors, j'ai une question de Jean-Michel Goyard, qui a beau être à côté de vous, qui ne peut pas vous la poser. Quelles sont vos actions prioritaires aujourd'hui pour lutter contre la pauvreté, qui est un thème qui vous est très cher? Alors, la pauvreté, vous savez, la politique, c'est aussi affaire de symbole. C'est montrer qu'on peut, déjà. Alors, le maire, ce n'est pas celui qui décide du niveau des salaires dans la ville. Il peut agir pour qu'il y ait plus d'emplois. On essaie d'y travailler. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de pauvres et des milliers de nous, on a 30% des Corbeil-Essonnois qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Vous vous rendez compte ? Ça commence par les sans domicile fixe. Je vais reciter Michel Serres. La première des dignités, c'est d'avoir un toit. Eh bien, sans l'aide ni de l'État ni du département, dès la première année de mon mandat, il y a 2 ans, et on l'a refait cette année, nous avons ouvert un centre d'hébergement pour les SDF. Vous savez, moi, j'avais encore cet hiver, j'habite en plein centre-ville de Corbeil-Essonnes, et il y a un local poubelle où on concentre les poubelles pour faciliter le ramassage, et je ne pouvais pas voir qu'il y avait un monsieur qui dormait dans le local poubelle. L'hiver, il fait froid, et le soir, je me couchais, je devais être à 100 mètres de lui, à vol d'oiseau, et je n'arrivais pas à dormir parce que je dis, moi, je dors dans mon lit, et lui, il dort dans le local poubelle. Alors, je donne cet exemple parce que c'est ça l'action politique. C'est qu'est-ce qui est du niveau de l'acceptable et de pas de l'acceptable. La première des dignités, c'est de dormir au chaud et de pouvoir prendre une douche le soir et le matin. Bon, dans des draps propres. Eh bien, alors le Covid aidait à ce que des vestiaires ne soient pas utilisés. On a pris les vestiaires, on les a complètement nettoyés,
On y a mis des draps, des lits, des douches chaudes. Et puis, on a permis à des SDF de dormir au chaud. Dès le deuxième soir, les 20 places étaient remplies. On a refait pareil cette année. Et tous les ans, je ferai cela. Et je cherche d'ailleurs à ce qu'on ne ferme pas au printemps ces lieux, parce que même l'été, il faut dormir au chaud et en tout cas pas dehors. Ça a été un marqueur pour dire, c'est un débat politique ça. Hein. Quand j'ai fait ça, j'ai une opposition, elle se dit de droite, donc je dis une opposition de droite, puisque c'est ce qu'ils disent, qui dit non, mais nous, on n'est pas là pour ça. Cette idée qui est pour moi l'idée que je combats, si tu veux réussir dans la vie, tu peux. Moi, je combats cette idée. C'est pas fallu attendre Bourdieu pour comprendre que la reproduction des inégalités, ça existait, et qu'en fonction de là où tu étais né et dans quelle famille, dans quel milieu social, ton parcours de vie n'était pas le même. C'est une question complexe parce que ça ne veut pas dire qu'il faut dire aux gens « t'occupes de rien, la société va s'occuper de tout ». Bien sûr, débat passionnant. Mais enfin, la République, faire République, c'est donner les moyens à chacun d'accéder aux droits. Hein, et donc, il y a un débat sur est-ce qu'il faut s'occuper des plus pauvres. Ben, moi, je réponds oui. Alors, les maires, quels sont leurs moyens d'action? Ben, je l'ai montré, des fois on fait, même si on n'a pas beaucoup d'argent, on ouvre un centre pour les SDF, et puis on a redonné des moyens à notre centre communal d'action sociale. On a un outil local qui est le CCAS. On n'en parlait plus dans cette ville. Moi, je suis très content qu'on en reparle. Ce n'est pas un gros mot, le centre communal d'action sociale. C'est là où on dirige les habitants qui sont dans le besoin, ou détecter les gens qui vont avoir une dette de loyer qui augmente, et puis après, inévitablement, c'est l'expulsion, on se retrouve à la rue. Donc, prévenir les difficultés et essayer d'aller chercher tous les dispositifs sociaux qui existent, notamment ceux des départements qu'il faut aller mobiliser, pour l'État aussi, essayer de mobiliser tout l'arsenal social d'accéder aux aides sociales pour essayer d'aider les gens à sortir par le haut de leurs difficultés. Donc, en tout cas, on a une action sociale importante. Sincèrement, ça ne fait pas le compte. Hein. Moi, je pense que il y a un débat à la présidentielle sur le SMIG. C'est une vraie question. C'est quoi le seuil minimal acceptable de pouvoir d'achat des habitants pour pouvoir vivre dignement? C'est un débat national. L'élection présidentielle, elle doit permettre de le trancher, on verra comment, parce que les maires, ils ne peuvent pas suppléer à ces habitants qui gagnent quelques centaines d'euros par mois. Eh bien, on ne peut pas vivre avec des centaines d'euros par mois. Donc, faut être honnête, on ne peut pas vivre. Ben, alors, nous, on fait un peu les pompiers, les communes. J'ai bien conscience que ça ne fait pas le compte, mais en tout cas, on essaye de le faire. Je suis aussi le président de la mission locale, la MIV, à Corbeil-Essonnes, parce que c'est là que ça commence. La jeunesse, globalement, elle veut s'en sortir, elle veut réussir son projet de vie. Il faut redonner les moyens aux missions locales. On a inventé des outils. On a le chic en France pour inventer 15 000 dispositifs. Je pourrais vous parler de la difficulté des maires face à ce nouveau système que sont les appels à projets. Mais je vais revenir à la MIV. Mais vous savez, on casse les politiques régaliennes, on abîme l'éducation nationale, on abîme les MIV, les missions locales, tout ce qui a été créé pour créer du service public. Puis maintenant, on passe notre temps, chaque ministère sort des appels à projets, et on a des fonctionnaires dans nos mairies qui passent leur temps à courir après des appels à projets pour aller chercher de l'argent. Ça, c'est la mise en concurrence des communes les unes avec les autres, à celle qui sera la plus maligne pour aller chercher des projets. Mais bon, c'est encore un autre débat. Donc, les missions locales sont un outil pour mettre en relation l'offre d'emploi du tissu économique existant avec les demandes des jeunes de se former, d'avoir un stage, d'aller en apprentissage, d'accéder à l'emploi. Et donc là, il y a un énorme travail à faire. Et la commune est encore le lieu de proximité, de connaissance des publics pour les mettre en relation avec l'emploi. Voilà, en tout cas, chez nous, évidemment, un marqueur, tout ce que sont les politiques sociales. Alors, à propos d'offres d'emploi, justement, vous avez un projet ou pas de faire un territoire zéro chômeur longue durée? On a reçu au Club des Vigilants Michel de Virville et Laurent Grand-Guillaume il y a peut-être 2-3 ans. Ça se déploie encore plus, visiblement. Ça a été scalabilisé, comme disait Grand-Guillaume. Vous avez un projet de cette nature ou pas?
Écoutez, c'est une bonne question parce que ces derniers jours, ça doit se développer. Pour l'instant, on l'a mis dans notre programme, Territoire zéro chômeur. Là. On n'a pas vraiment commencé, je vous le dis, parce que en 20 mois, on a fait déjà tout ce qu'on a fait. Mais c'est un sujet qu'on met sur la table qui demande des moyens. Et ça, par contre, on est en train de le commencer. C'est déjà connaître le tissu économique local. Pour dire c'est facile. Non, c'est pas facile à connaître. On a tous compris qu'on avait un hôpital avec 3600 emplois, ça on le repère. Mais encore, une fois qu'on l'a repéré, c'est travailler avec l'hôpital. Quels sont vos besoins d'emploi, du brancardier au médecin? C'est quoi le panel? C'est quoi les formations? Mais ça, c'est qu'une entreprise. On a la SNECMA, 3000 emplois. C'est quoi les besoins? On a XFAB, anciennement IBM, composants électroniques, qui a reçu beaucoup d'argent et du coup la visite du Premier ministre 2 fois en 2 ans. 800 emplois très, très à haute qualification. Mais on a aussi des centaines de petites entreprises, PME, auto-entrepreneurs. Donc, connaître le tissu économique, c'est un vrai défi. Et ça pose une autre question politique pour vos prochains séminaires, c'est la création des intercommunalités, parce qu'on a pris des compétences qui étaient bien pratiques pour les communes, on les a données à des agglos qui sont bien plus loin de nous Grand Paris Sud, et du coup, moi, le maire, qui ait des demandes d'accueil d'entreprises. Tous les mois, il y a des entreprises qui disent, monsieur le maire, on veut se développer, on veut venir chez vous, parce qu'il y a la Seine, il y a l'autoroute A6, il y a la Francilienne, il y a une gare, et moi, il faut que je me retourne pour trouver du foncier pour elle. Mais voilà, donc déjà, zéro chômeur, c'est déjà connaître le potentiel d'emploi de la commune, en accueillir de nouveaux, et connaître la demande. C'est à ça que la mission locale, notamment, ça doit servir, pour travailler à des actions locales qui permettent la rencontre de l'offre et de la demande et d'aller vers des territoires zéro chômeur. Moi, j'y crois. C'est une très belle idée. On est au début de la mise en œuvre de ce travail. Voilà. Alors, j'ai une question qui va nous changer un peu de champ, on va dire, de réflexion. C'est une des premières questions qu'a posée Jean-Claude Azera au tout début quand vous interveniez. Le manque de respect, voire les agressions contre les élus, sont des signaux très inquiétants pour la démocratie. En faites-vous l'expérience et comment les combattre? Oui, écoutez, d'abord, c'est vrai qu'il y a eu des phénomènes inquiétants de violence contre les élus. Phénomène un peu nouveau. C'est vrai qu'il y a quelques décennies, la personne du maire, de l'élu local était prestigieuse et on la respectait. Je crois que ça a à voir avec ce qu'on a discuté depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que les liens citoyens se sont défaits dans la société, les inégalités se sont creusées, aussi les difficultés sociales, et le maire a tout faire, pour reprendre le titre du livre d'un ancien maire voisin, eh bien, est celui qui est perçu comme devoir embaucher dans sa commune, devoir trouver un logement. Et devant les extrêmes difficultés que vivent nos concitoyens, ce n'est pas pour les excuser, évidemment. Moi, je veux même être un territoire zéro violence. J'ai parlé de ça parce que des violences, il y en a. Violences entre jeunes eux-mêmes. Première victime des violences dans les quartiers, c'est les jeunes. Violences contre les policiers, parfois, évidemment. Première des violences à Corbeil-Essonnes, violence contre les femmes. Et du coup, nous avons embauché une chargée de mission, nous avons une élue qui lutte contre cela. Donc, je dis au passage, zéro violence. Et du coup, zéro violence contre les élus aussi. Donc, c'est une question politique, mais je dirais pas plus les élus que les autres. Et peut-être, j'ouvre au risque, je ne veux pas provoquer, mais c'est pas plus pardonnable d'être violent contre quelqu'un que contre un autre. Et donc, le maire, il n'a pas à être plus protégé que les autres, comprenez, d'une certaine façon, quoi. Vous voyez, alors, ils sont plus exposés, c'est vrai, il ne faut pas être démago, ils sont plus exposés, donc il faut les protéger, et c'est donc au niveau de la sanction quand on s'attaque à un maire. Mais quand on s'attaque à une femme, il faut aussi être fortement sanctionné, quoi. Vous voyez, donc ce qu'il faut réinterroger, c'est quelle société
harmonieuse on crée pour faire diminuer les violences, quelles qu'elles soient. Et s'il y avait moins de violence sociale, ce n'est pas pour excuser, mais quand même, faut toujours trouver les causes. S'il y avait moins de violence sociale, si les gens vivaient beaucoup plus en fraternité, avec la satisfaction de leurs besoins, il y aurait beaucoup moins de raisons d'aller s'en prendre à l'élu local. Donc, il faut travailler sur les causes, mais c'est vrai que c'est aussi un phénomène inquiétant, parce que quand on s'attaque à l'élu, c'est à la République qu'on s'attaque, mais en fait, la République, il faut qu'elle tienne ses promesses. Moi, c'était l'idée de conclusion du livre que j'ai écrit, L'argent maudit. Je m'interrogeais sur pourquoi, alors que les anciens maires étaient condamnés par la justice, mis en examen pour acheter les élections, pourquoi ils étaient réélus? Mais parce que quand la République ne tient plus ses promesses d'égalité, de liberté, de fraternité, eh bien, on va voir celui qui a beaucoup de moyens et puis on prend son argent. Eh bien, quand la République, elle tient plus ses promesses, il y a des violences contre la République, ce qui a été le mouvement aussi des Gilets jaunes, qu'il ne faut pas résumer à la violence, mais il y en a eu. Et donc, voilà, il faut prévenir les violences. On reste dans le sujet des violences d'une certaine manière avec une question d'Antoine Delarue qui vous demande si vous avez été confronté au problème de la drogue, et sous quelle forme et avec quelle réponse. Alors oui, la drogue, bien sûr. Pas plus tard que ces derniers jours, d'ailleurs, des individus ont été interpellés, soupçonnés d'être liés à des trafics de drogue. Donc, il y a des trafics de drogue, malheureusement, à Corbeil-Essonnes, comme sur de nombreux territoires dans notre pays. Ça renvoie pareil à la question de fond, c'est que tant que pour certains individus, on gagnera beaucoup mieux sa vie, ne serait-ce qu'en faisant guetteur dans un quartier pour que le trafic puisse se faire, eh ben, si la République n'est pas capable de proposer autre chose aux jeunes que d'aller vendre la drogue pour se faire de l'argent, il y aura du trafic de drogue. Donc là, pareil, ce n'est pas pour excuser. Moi, je suis contre les trafics de drogue, évidemment. Je collabore avec la police nationale et la justice si je peux le faire, puisque je suis représentant du maintien de l'ordre dans ma ville, évidemment. Donc, pas d'excuses là-dessus. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des jeunes qui préfèrent apprendre à l'école et se former, avoir un métier, et d'autres qui tomberaient, la facilité, j'en suis pas si sûr. Prenez Marseille, les drames de la drogue, c'est d'abord ces jeunes qui se font assassiner à 20 ans pour quelques milliers d'euros, quoi. Donc, tout ça tire toute la société vers le bas. Donc, oui, il faut donner les moyens de lutter contre la drogue. D'ailleurs, je le dis, des moyens sont donnés. Je vois bien que dans ma commune, il y a des mobilisations et des moyens donnés à la police pour lutter contre. Mais pareil, la répression, ça ne suffit pas. Ça pose aussi la question, c'est un débat, de la légalisation du cannabis, parce qu'on parle de drogue, mais toutes les drogues ne sont pas égales. Et donc, moi, j'essaye, on fait de la prévention, nous, avec un grand professeur d'addictologie, Laurent Carilla, on fait des conférences tous les mois à Corbeil-Essonnes avec ce grand professeur sur comment lutter contre les addictologies, et notamment la drogue. Et donc, ils m'apprennent, ces médecins, que tant que le cerveau des jeunes est en formation, il est dangereux de s'adonner à des pratiques de drogue parce que ça abîme la formation du cerveau et ça a des séquelles après pour toute la vie. Donc, je pense qu'il y a un âge jusqu'à 21, 22 ans où il faut interdire les pratiques et puis après, pour des plaisirs mesurés, voilà, 60, me dit-on, peut-être dépénaliser les pratiques, mais tant que c'est interdit, il y aura toujours des trafics de drogue. Et donc, la question, c'est d'avoir une économie française qui permette à chacun d'avoir un vrai travail qualifiant et bien payé, qui permette de lutter contre la drogue. Mais évidemment, les maires sont confrontés à ce poison. Alors, pour terminer cette passionnante échange, qu'est-ce qui vous fait espérer que tout ça va peut-être se résoudre, Alors, c'est quoi tout ça, de la guerre en Ukraine à ce qu'on vit dans nos... ce sur quoi vous avez la main peut-être, donc plutôt la pauvreté, l'emploi, la violence chez vous, dans votre vie. D'abord,
Bon, c'est une question passionnante parce que, vous l'avez remarqué, je crois que j'ai la foi dans ce que je fais, dans ce que je fais avec mes amis élus. C'est que j'ai commencé la vie politique en étant dirigeant national. À l'époque, c'est une autre époque, dans les années 86-87, à la jeunesse communiste. Grande période, puisque ce mouvement de jeunes à l'époque a lancé notamment le combat pour la libération de Mandela, et qui était déjà un sujet de se dire, il était bien difficile au moment où on sentait que le mur de Berlin allait tomber, nous qui étions jeunes communistes à l'époque et qu'on sentait que tout ça n'allait pas tourner très rond, de trouver des idéaux planétaires qui permettent de mobiliser les humains pour des combats qui humanisaient le monde. Et donc, ça a été de dire, tant qu'il y a un pays où il y a l'apartheid, le monde ne peut pas tourner rond parce que tu serais noir, tu serais considéré comme un esclave. Et ça a été un des grands combats du siècle qui a permis la fin de l'apartheid jusqu'à l'élection de Nelson Mandela, président de la République. Donc, c'est intéressant de parler de ça parce que ça montre qu'il y a des combats humains qui permettent des progrès de civilisation. Et la fin de l'apartheid est un progrès de civilisation. Aujourd'hui, on sent des périls. D'ailleurs, nous n'en avons pas parlé. Le péril écologique, évidemment. Et donc, les périls, on les repère. Le réchauffement climatique, les guerres, les tensions, je l'ai dit, si Macron est réélu avec l'application de ce programme que j'estime très violent pour la société française, on aura l'occasion d'en reparler, il y aura des violences dans la société. Et donc, je disais, j'ai commencé la vie politique par m'engager nationalement et j'ai vite considéré que le terrain local, au plus proche des habitants, ça a été déjà ça la question démocratique. Fabriquer du commun au niveau de la commune est peut-être plus simple que de fabriquer du commun au niveau d'un pays. Et donc, je me suis dit, passe ta vie à essayer de faire l'expérience, de faire de la commune l'atelier démocratique où les citoyens vont reprendre leur devenir en main. C'est aujourd'hui ce que j'essaye de faire. Avec l'espérance, mon espérance, c'est qu'on fasse la démonstration que la mise en mouvement des habitants eux-mêmes peut permettre de résoudre les problèmes d'une ville et que mon projet politique, c'est d'aider à mettre en réseau des communes au niveau national qui auraient ces pratiques démocratiques jusqu'à poser les problèmes, pointer les problèmes posés à la société française et essayer ensemble de trouver des solutions, y compris nationales. Je pense qu'il faut, comme on dit en droit, renverser la charge de la preuve et permettre aux citoyens, en se mêlant du local et du global, de créer des dynamiques citoyennes qui permettent de résoudre les grandes questions de notre société. Elles sont à la fois locales, mais on le voit bien avec la guerre en Ukraine, avec l'enjeu climatique, elles posent aujourd'hui des questions globales à notre planète, mais comme on disait quand on était jeune, si on ne peut pas faire l'expérience qu'on peut résoudre le problème de son trottoir qui ne va pas bien, comment peut-on croire que l'on pourrait résoudre les problèmes du monde? Voilà, les êtres humains ont besoin de faire des expériences, de vérifier qu'ils peuvent faire bouger les choses dans leur ville pour vérifier qu'on peut faire bouger les choses au niveau national et international. Voilà, donc moi, mon espoir, c'est cet optimisme de l'action sans lequel eh bien, nous aurons des heures encore plus sombres devant nous. Mais vous voyez, il y a beaucoup de générosité chez les humains. Preuve en est le nombre de familles à Corbeil-Essonnes qui ont levé la main pour dire « Monsieur le maire, s'il y a des Ukrainiens qui arrivent à Corbeil-Essonnes, nous allons les accueillir ». Ce n'est pas si simple parce qu'on comprend qu'ils ne vont pas venir pour 2 week-ends, mais qu'ils peuvent venir pour plusieurs années chez nous, on verra bien. Eh bien, en tout cas, il y a de la générosité aux responsables politiques d'avoir moins la prétention de penser qu'ils vont résoudre les problèmes des gens sans eux. Arrêtons de parler au nom des gens, donnons-leur la parole. Voilà. Concrètement, votre réseau de communes, ça nous interpelle un peu, Jean-Claude Azral, comme moi. Vous voulez mettre en réseau des gens, d'autres maires comme vous? Vous avez fait des rencontres? Oui. Comment vous faites? J'ai commencé. Je prends mon bâton de pèlerin et vous savez, de la même façon qu'il y a plein de maires, c'est la première fois que ça se passe comme ça, hein, qui ont dit « nous, on refuse de parrainer ». Quoi. Et quand on fait une posture politique, c'est une tribune que j'ai publiée dans Libération
le 31 décembre dernier, donc vous pourrez la retrouver. C'est sûrement la tribune qui résume le mieux ma pensée politique. Et j'ai conclu cette tribune en disant que je m'attelle à rentrer en contact avec des maires, des présidents de conseils départementaux. Je peux en citer un parce qu'il ne m'en voudra pas. Je débat avec Fabien Bazin, qui est le président du conseil départemental de ce beau département qu'est la Nièvre, qui, comme moi, fait de la question démocratique un enjeu dans son département. J'ai fait Imagine Corbeil-Essonnes, il fait Imagine la Nièvre, il donne la parole aux habitants, mais je suis en contact avec d'autres maires, de nombreux maires en France, qui, un ami en Corse, enfin voilà, des maires en Île-de-France, en province, et qui, comme moi, interrogent leur mandat de maire et qui donnent la parole aux habitants. Eh bien, j'ai la seule organisation politique à laquelle j'appartiens, c'est une association locale qui s'appelle le Printemps de Corbeil-Essonnes. Eh bien, nous avons prévu dans un an, on va laisser passer la séquence d'élections nationales, organiser à Corbeil-Essonnes les premières rencontres de villes qui font de la démocratie un marqueur politique, et nous allons organiser des rencontres nationales à Corbeil-Essonnes de ces maires, de ces élus qui font de la démocratie la priorité. Voilà. Écoutez, Bruno Périeux, merci beaucoup. C'était un échange très intéressant. Merci, bien engagé, et on vous prévient dès qu'on a posté votre vidéo sur notre chaîne YouTube du Club des Vigilants. Merci à tous ceux qui ont participé aussi en étant derrière leur ordinateur. Et écoutez, bonne poursuite de toutes vos initiatives. Voilà. Merci. Je vous Merci au Club des Vigilants. Je vous encourage, vous êtes des gens passionnés aussi. Nous avons besoin de citoyens comme vous qui prenaient le temps de la réflexion et du débat. Merci à vous et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.